C'est parti pour 24 heures. 24 émissions en 2 jours. Quels sont les secteurs porteurs qui marchent sur place? Nous sommes capables de prendre des risques, nous sommes capables de faire des choses. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. C'est un véritable enjeu, c'est les 24 heures, cette grande aventure de la mobilité internationale. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et bonjour ou bonsoir selon les capitales du monde à partir desquelles vous allez suivre cette émission. 24 heures chrono de l'économie, Mondissimo, une sorte de tour d'horizon de l'expatriation. Et naturellement, TV5 Monde ne pouvait qu'être partenaire associé pour cette 8e édition encore à cette grande aventure de l'expatriation. Henri Bazerque, vous êtes avec d'autres invités que je vais présenter au cours de cette première heure, évidemment à nos côtés. 8e édition avec toujours cette ambition, montrer ce dynamisme des idées, des entreprises, des sociétés françaises à l'international. Effectivement, déjà un grand merci à TV5 parce qu'effectivement TV5 est coproducteur de cet événement. C'est avec eux que j'ai créé, c'est avec vous que j'ai créé cet événement il y a 8 ans. Donc déjà l'an dernier c'était l'âge de raison, 7 ans. Aujourd'hui 8 ans c'est l'explosion, on le voit à travers tous nos partenaires, plus de 40 partenaires. Et c'est vrai que grâce à ces partenaires, que ce soit les organisations comme l'UFE, la CFE, on va les découvrir, CIF, on va les découvrir. On s'aperçoit que maintenant, on arrive à rayonner à travers le monde et on arrive à répondre à une vraie demande, celle des Français qui veulent partir. Beaucoup veulent partir, soit ils sont jeunes, soit parce qu'ils ont un projet. C'est un thème d'actualité, on va le voir. Est-ce qu'ils sont contraints au départ? Est-ce que c'est un enrichissement? Il y a des parcours très divers dans cette Tout à fait. Expatriation. Voilà, tous les ans, on fait un sondage Expatrier votre vie nous intéresse. On s'aperçoit que 52% des gens veulent quitter la France. Ils sont à la recherche du bonheur, ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Soit d'une première aventure, soit d'un départ plus long à d'autres moments de la vie. Tout à fait. Et donc, grâce à ces 24 heures, qui vont traverser donc 24 villes, on essaye de leur donner les clés, justement, de leur intégration, de leur réussite à l'étranger, avec des témoignages, parce qu'on va voir beaucoup de Français, justement, qui ont réussi. On va s'apercevoir que même des femmes sont parties il y a 20 ans en Floride et cultivent des pamplemousses, ou des architectes français qui ont réussi au Brésil à avoir la confiance du Brésil pour créer des villes nouvelles. On va voir énormément de choses. Des parcours très différents, effectivement très stimulants, des exemples. Ouais. Alors, Yves Bigot, vous nous recevez, j'allais dire, chez vous. Nous sommes aussi chez nous pour ce partenariat. TV5 Monde ne pouvait qu'être à côté de cette aventure de 24 heures, messieurs. Évidemment, Philippe, parce que nous avons 4 types de téléspectateurs, comme vous le savez, mais comme tout le monde ne le sait pas. On a évidemment les voyageurs qui parlent français. On a tous les expatriés, bien entendu français, mais aussi des autres pays qui parlent notre langue. On a les 220 millions de francophones par le monde qu'on annonce 400 millions en 2025, 700 millions en 2050 potentiellement. On a aussi les francophiles, alors, qui sont des gens qui regardent nos programmes, mais à travers nos 12 langues de sous-titrage, alors qu'ils ne parlent pas notre langue. Mais évidemment, les Français de l'étranger ou les expatriés sont évidemment nos premiers clients, ceux vis-à-vis desquels on a les plus grandes responsabilités d'apporter leur programme. Je suis d'autant plus sensibilisé à cette question que moi j'ai été Français de l'étranger. Aux États-Unis, en Belgique, un peu partout. À Bruxelles, à Londres, à San Francisco. Je sais ce que c'est que de devoir payer la CFE, surtout quand on a un employeur étranger. Donc on paie 100% soi-même sur ses propres revenus. Donc je suis très au fait de tout ça. Et donc, je pense que effectivement, ça nous donne à tous ici une bonne entrée sur le service qu'on doit à nos concitoyens qui nous regardent dans le monde, qu'ils soient à Hong Kong, qu'ils soient à New York, qu'ils soient au Brésil, qu'ils soient en Afrique, puisque il y a un très grand désir de France partout dans le monde. Et c'est à nous d'être à la hauteur de cette demande, à la fois de la part de, évidemment, nos concitoyens, mais aussi des autres, de tous ceux qui s'intéressent à nous, qui attendent beaucoup de choses de la France. Et je pense que notre travail à tous, à TV5 Monde, c'est de présenter justement une image de la France, et aussi c'est notre responsabilité, de la Belgique, la Suisse, le Canada, une image moderne, c'est-à-dire bien évidemment d'être là où nous sommes attendus, sur la culture, le cinéma, l'art de vivre, etc., mais aussi sur l'économie, sur la science, sur la technologie, parce que nous sommes au XXIe siècle. Et c'est souvent un danger quand nous sommes
un service public, comme c'est notre cas. En plus, nous sommes le service public de plusieurs services publics, mais de justement être à l'heure, comme le disent les rappeurs. Vous savez, ils portent tous une breloque autour du cou pour dire que eux, ils vous donnent l'heure, parce qu'ils vous parlent pas de ce qui se passe il y a 2 ans, ils vous parlent de ce qui se passe aujourd'hui, dans la rue, dans la réalité quotidienne des gens. C'est ça notre job à TV5 Monde, aussi bien dans l'information que dans nos programmes, dans la culture, etc. Donc nous, on fait un peu Mondissimo toute l'année. On est le lien avec tous ces publics que vous venez de décrire. En tout cas, nous sommes effectivement heureux de participer à cette aventure pour la 8e année. Un économiste à ce premier plateau, Marc Toiti, aux commandes de l'économie et de la finance, le sigle a ses défis. On va parler de l'état de cette économie, de l'envie de l'expatriation. Qu'est-ce que vous nous en dites d'un point de vue comme ça macroéconomique? Alors déjà, bon, vous savez, un économiste, il répond jamais à la première question, il répond à la deuxième, mais c'est vrai que... Je ne me faisais aucune illusion, rassurez-vous. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Ouais. Non, c'est un plaisir d'être là parce que j'étais le parrain, je crois, d'une des premières séries. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est là avec Henri et bravo de continuer comme ça. Christine Lagarde, Il y a 8 ans, exactement. Bon, messieurs, c'est l'heure, donc on parle d'aujourd'hui. Allez-y. Mais bon, moi, si les rappeurs parlent du présent, moi je parle du futur. Vous voyez, donc effectivement, je suis là pour ça, pour dire que. Je peux vous poser une question. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas riche? Ah bon, comment vous savez que je suis pas riche? Mais parce que sinon vous ne seriez pas ici ni à Paris, vous seriez à Acapulco. Non mais parce que la grande question c'est de se demander toujours pourquoi, si les économistes savaient ce qui allait se passer, ils feraient pas économistes, ils feraient spéculateurs. Donc en fait vous analysez a posteriori ce qui s'est passé. Et si nous on savait le programme qui marche, on le fera aussi. Donc d'ailleurs on le fait sur TV5. Ah, ça commence fort en tout cas, effectivement, c'est très bien. Allez-y. Non mais bon, déjà, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que c'est ma passion l'économie. Donc effectivement, tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions, rassurez-vous, et je dis là où effectivement on a eu bon, là où on a eu moins bon. On pourra se voir après l'émission. Avec plaisir. Mais néanmoins, c'est une question importante parce que c'est 2 métiers différents. Faut pas être jugé parti. Quand on fait de la prévision, quand on fait du conseil, c'est pas forcément, vous savez, les cordonniers sont les moins bien chaussés, etc. C'est jamais bien, je dirais, d'être jugé parti. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai une charte déontologique depuis des années qui m'interdit d'investir dans ce que je vais conseiller ou pas. Donc c'est peut-être pour ça que malheureusement, j'ai pas fait. Puis bon. Quand on investit, on peut prendre des risques et après, c'est le couple rendement-risque. Vous savez, plus vous prenez des risques, plus vous avez du rendement élevé. Mais alors, au-delà de vous, est-ce que vous pouvez... C'est la question du DG, donc je vais répondre à la question de votre employé. Qui n'est pas riche non plus, d'ailleurs, je profite pour le dire. Et qui va le rester. Ça dépend. Selon François Hollande, vous êtes riche, vous gagnez plus de 4 000 euros par mois. Non, il a dit ça il y a 7 ans, 8 ans. On avait peut-être changé de son fusil d'épaule. On verra ça aujourd'hui. Allez-y. Oui, donc, pour 2014, déjà, j'ai envie de dire une bonne année d'un point de vue de la croissance mondiale. On aura autour des 4% de croissance mondiale, donc c'est plutôt bien. Avec une nouveauté, c'est l'Europe. Ça fait 3 ans que ça ne s'est pas produit. L'Europe va être normalement enfin en croissance. Enfin, en tout cas, ça fait 3 ans que ça ne s'est pas produit. Et surtout, ça fait 10 ans que la zone euro est la lanterne rouge de la croissance mondiale. Donc ça commence à faire mal. Et même cette année, si on va avoir un peu de croissance, on sera encore la lanterne rouge. Et alors, est-ce que les investisseurs qui partent le font par obligation ? Parce que ça ne marcherait pas en France, pour simplifier. Pour la France, parce que là on parle de l'Europe, mais la France également. On parle effectivement, mon dernier livre, c'est le dictionnaire terrifiant de la dette, qui marche toujours très bien, dans lequel je dis attention, le problème n'est pas simplement la dette publique, qui va bientôt atteindre 100% du PIB en France, ce qui est énorme, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la 3e fois depuis la Révolution française. Le problème, c'est que depuis 6 ans en France, il n'y a même pas assez de croissance économique juste pour rembourser les intérêts de la dette. Ce qui veut dire que juste pour payer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Ce serait un particulier, il serait la bulle de la dette. Oui. Même une entreprise, etc. Donc on ne pourrait pas. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est pourquoi aujourd'hui les Français de plus en plus partent. Parce que malheureusement, c'est pas qu'ils ont envie de le faire, c'est surtout qu'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de motivation. Et sur ce fait, depuis 2 ans, il faut dire que malheureusement, on a alourdi la pression fiscale historique. Aujourd'hui, on a une pression fiscale, un poids des prélèvements obligatoires en France historiquement élevé. Un poids de la dépense publique en France, 57% du PIB. Et c'est pour ça qu'on part. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles ceux qui ont le choix, parce qu'il y en a qui effectivement qui n'ont pas le choix, ceux qui ont le choix se disent, notamment nos jeunes, on a aujourd'hui des chiffres incroyables. On voit que plus de 50% des jeunes, on va dire diplômés de haut niveau, s'en vont. C'est quand même inquiétant. Et ça, c'est un phénomène plutôt nouveau. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Vous savez, aujourd'hui, les Français ont une culture économique malheureusement insuffisante, mais ceux qui en ont, en tout cas, comprennent très vite. Et ce qui veut dire par là que depuis 10 ans, on voit ce phénomène qui se développe, et là, il est en train de s'accélérer. Donc, il faut faire attention. Parce que c'est vrai que c'est bien international, mais il faut aussi garder notre recherche, notre innovation, je dirais, nos têtes pensantes en France. Si on veut les garder, on va devoir s'adapter. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que la plupart des pays de l'Europe, de la zone euro,
ont fait des réformes, se sont adaptés. Même des pays comme la Grèce, comme le Portugal. Ils sont en train de s'en sortir. Oui. Ils sont en train de s'en sortir. Le seul pays qui, depuis cette crise, a refusé de faire des réformes, quand je dis des réformes, c'est des vraies réformes, c'est la France. On verra peut-être ça aujourd'hui avec une conférence de presse du président de la République. Beaucoup d'invités qui vont succéder au cours de ces 2 fois 12 heures. C'est parti, on lance ? Alors, on va lancer, mais je voudrais juste, pour compléter ce que dit Marc, dire une chose. Vous savez qu'on s'interroge souvent sur le dynamisme des Américains, des entrepreneurs américains. Il faut savoir que dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il y a 3 mots. Il y a le mot vie, il y a le mot liberté, et il y a les mots poursuite du bonheur. Si ça pouvait être mis dans la déclaration française, ça serait bien, parce que les gens partent à l'étranger parce qu'ils sont aussi à la recherche du bonheur, la recherche d'une meilleure vie. Donc, on peut lancer les 24 heures chrono. On les lance et on voit aussi que parfois les journalistes ont une vision très altérée. On a vu Newsweek avec des papiers tout à fait étonnants et décalés et faux. Donc, on va voir cette vraie réalité. D'autres invités dans quelques instants autour de cette table à TV5 Monde. Chrono sur les plateaux de TV5 Monde. Autre regard, autre intervention avec Monique Cerisier-Benguiga, présidente de Français du Monde, l'une des 2 associations de Français expatriés que l'on classe plutôt à gauche. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est. Et puis quelqu'un que je vais présenter qui prend ses fonctions depuis quelques heures, Christophe Bouchard, directeur des Français à l'étranger et donc de l'administration consulaire. Vous dépendez du ministère des Affaires étrangères, un rôle important. Les Français qui vivent à l'expatriation vous découvrent aujourd'hui. Ils sont combien? Félicitations donc pour ce nouveau poste. Et qu'avez-vous à leur dire? Bonjour d'abord et merci pour vos paroles. Effectivement, je suis très heureux et très honoré d'occuper ces fonctions depuis 24 heures maintenant. Oui, 24 heures chrono. 24 heures chrono. Donc de directeur des Français à l'étranger, c'est-à-dire donc responsable du service qui, au sein du ministère des Affaires étrangères, gère le réseau consulaire et donc les relations, je dirais, de notre communauté française à l'étranger avec l'administration française. C'est-à-dire que le rôle de l'administration, c'est d'essayer d'accompagner ces Français dont vous venez de commencer à parler dans leur vie à l'étranger, dans leur départ vers l'étranger et dans toutes les relations. Il n'y a pas un type de départ, enfin c'est ce que voilà, c'est ça, il y a une grande diversité. Les expatriés dont vous parlez, c'est une partie des Français à l'étranger, mais les Français à l'étranger, c'est aussi des gens qui sont nés à l'étranger, qui, pour certains, depuis plusieurs générations, c'est pour presque la moitié d'entre eux des doubles nationaux, effectivement, qui sont français et qui ont la nationalité la plupart du temps du pays où ils vivent. Ce sont des gens qui parfois partent pour 2 ans, 3 ans, parfois pour 20 ans, pour 30 ans. On ne sait peut-être pas d'ailleurs au point de départ pour combien de temps on s'en va. Tout à fait, parfois dans un but d'abord professionnel, et puis qui devient personnel. Beaucoup de gens épousent leurs conjoints dans le pays où ils se sont installés. Donc c'est une grande diversité. Et depuis quelques années, d'un point de vue gouvernemental, il y a d'ailleurs un ministre qui est dévolu à cette population. La France est plus attentive à ces populations. Oui, tout à fait, depuis quelques années, parce que ces 2 millions
un peu plus de 2 millions de Français, c'est l'estimation, dont 1 600 000 qui sont inscrits dans nos 200 consulats dans le monde, et 2 millions de concitoyens donc, qui méritent tout à fait qu'on s'occupe d'eux. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Donc, je présentais tout à l'heure Monique Cerisier-Benguiga. Merci d'être également sur ce plateau de Mondissimo. Sénatrice pendant près de 20 années, c'est cela. Et aujourd'hui, présidente de cette association. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à vos mandants d'association? Des messages économiques, mais peut-être également sociétaux ou politiques? Oui, par exemple, nous nous mobilisons actuellement contre la montée du racisme et de l'antisémitisme en France. Parce que c'est absolument contraire aux valeurs sur lesquelles nous avons fondé notre association, aux valeurs de la France que nous voulons pouvoir porter à l'étranger avec fierté. Et puis, ça nous atteint directement. La moitié d'entre nous sont binationaux, d'autres le deviendront, parce que, comme le dit très bien monsieur le directeur, on vit à l'étranger, on s'y marie, on obtient la nationalité du pays d'accueil, on a des enfants binationaux, plurilingues. Et alors, quand on voit cette montée en France... Vous la ressentez en France, cette montée? Elle est ressentie par vos mandants? On a eu quand même coup sur coup les insultes envers Madame Taubira. Et parmi les Français qui partent, les jeunes qui partent, beaucoup partent parce qu'ils ne sont pas recrutés en France à cause de leur couleur de peau ou de leur patronyme. Donc ils ont plus de chances d'être recrutés à New York ou à Londres. Donc, parmi nous, nous sommes touchés par cela. Puis là, sur l'affaire Dieudonné, bon, nous réagissons aussi. L'antisémitisme est une peste. Nous ne voulons pas voir la France couverte par la peste brune. Donc, nous ne sommes pas seulement une association de service aux Français de l'étranger. Nous rassemblons les Français sur des valeurs. Et là, nous bougeons sur un sujet comme celui-là. Alors, quel rôle ont-ils, ces Français, d'un point de vue économique? Ils partent créer quelle richesse? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont plus entrepreneurs? C'est tellement naturel que des jeunes d'aujourd'hui qui ont passé leurs vacances à l'étranger, qui ont fait des stages d'études obligatoires à l'étranger, qui ont fait le programme Erasmus, aient envie d'aller voir ailleurs. C'est pas parce qu'ils fuient la France, comme on le dit parfois? Il y a une part de difficulté d'être recruté en France dans un pays qui est très bloqué sur cette question, où les DRH ne recrutent que des gens qui leur ressemblent. Donc si on n'habite pas le bon... l'homophilie. Si on n'habite pas le bon quartier, si on ne porte pas le bon patronyme, si on n'a pas la bonne tête... On se recrute entre soi. On se recrute entre soi. Donc, beaucoup de jeunes, et puis même des jeunes blancs habitant les beaux quartiers, éprouvent le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et dans des sociétés où tout n'est pas décidé à 20 ans sur un concours. En fait, c'est un des problèmes de la France. Bien sûr. Christophe Bouchard, vous êtes sensible à ces propos qui sont tenus par les associations. On attendra tout à l'heure l'autre, bien sûr, autre association. C'est un thème également sur lequel vous êtes attentif. Il n'y a pas que la dimension économique, il y a culturelle, tout un environnement. Oui, je crois que comme Madame venait de le dire, il faut revenir à cette idée vraiment de diversité des parcours et des motivations. Et c'est une diversité à laquelle on doit répondre. Mais je crois qu'il faut bien voir ça. Les motivations sont différentes. Après, il y a évidemment les différences selon les zones dans le monde où et vous les aidez, vous les suivez, j'allais presque dire, pas individuellement, mais vous savez en gros où sont ces populations, où sont-elles le mieux réparties? Oui, tout à fait. Ça, on les connaît justement parce qu'on a ce réseau consulaire et d'ambassade très développé, le deuxième dans le monde, qui nous permet donc d'avoir ces statistiques et de voir les endroits, les pays où le nombre de Français augmente très fortement récemment. Il y a des pays comme l'Australie, comme les pays du Golfe, où la population augmente. En Europe, qui représente à peu près la moitié de la communauté française à l'étranger, l'Asie aussi, les chiffres sont stables. L'Asie aussi, la Chine augmente. Et je crois qu'il faut aussi avoir ce message, je dirais, positif. Il faut partir de l'idée que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette ouverture sur le monde. On ne peut pas penser au XXIe siècle dans le cadre des frontières. Donc à la fois que des Français s'installent à l'étranger. On a longtemps dit, il y a 20 ans, 30 ans, on reprochait aux Français de ne pas aller suffisamment à l'étranger pour s'ouvrir vers l'extérieur, ensuite revenir en France, pour certains, avec l'expérience acquise à l'international, de la même façon qu'il faut faire venir les talents de l'étranger en France.
Vous savez, je crois que la richesse maintenant, elle est perçue par les pouvoirs publics, au niveau administratif et au niveau politique. Et l'arbre des expatriés, quelques dizaines de milliers de personnes, ne cache plus la forêt des migrants. Les Français à l'étranger d'aujourd'hui sont plus que jamais des migrants. Et il y a une diversification importante de leurs attentes. Au point de vue administratif, par exemple, il a fallu créer le passeport grand voyageur récemment, qui permet à ceux qui bougent beaucoup d'avoir un passeport qui a suffisamment de pages. C'est bête, mais il a fallu des années pour l'obtenir. Et puis, dans la scolarisation des enfants, bien sûr, on demande des bourses scolaires et on est heureux de voir que les bourses scolaires pour aller dans les écoles françaises ont vu leur budget augmenter de 6 millions d'euros cette année. Mais les Français de l'étranger attendent aussi qu'on les aide à monter des programmes français langue maternelle, des sections bilingues, parce qu'ils sont partout. Et ils ont besoin d'autre chose. Il y aurait aussi quand même à parler des problèmes de sécurité qui sont lourds. Et puis profiter de cette tribune pour rappeler que le 25 mai, nos compatriotes éliront leurs conseillers consulaires dans chaque poste consulaire ou à peu près, et qu'il y aura ainsi un rapprochement des élus avec les citoyens. Et ces conseillers consulaires seront, nous l'espérons, des facilitateurs de relations entre les citoyens et l'administration. Le rendez-vous est pris. Nous allons rencontrer d'autres personnalités sur ce plateau, notamment un autre président d'association, Gérard Pélisson, qui va nous rejoindre dans un instant. On poursuit. Suite de ces 24 heures chrono, toujours sur le plateau de TV5 Monde, partenaire de cette opération, avec deux autres invités qui vont répondre à mes questions. Gérard Pélisson, président de l'Union des Français de l'étranger, l'autre association de ces Français de l'étranger. Vous n'aimez pas beaucoup les classifications politiques, je le sais, plutôt classé à droite par rapport à Mme Medga, qui était plutôt classée à gauche. Je ne vous demande d'ailleurs pas de commenter ce classement. Une association qui a 85 années d'existence, une association historique. Cette expatriation est importante. Je vous donne la parole dans un instant. À vos côtés, Jean-Pierre Candegris, président de la Caisse des Français de l'étranger. Et vous êtes aussi sénateur des Français résidant à l'étranger. Alors, Gérard Pélisson, on vous connaît. Peut-être vous avez suscité des vocations par cette réussite qu'est la vôtre, présent dans une centaine de pays, les groupes hôteliers Accor. C'est toujours une aventure de partir, cette expatriation? Oui, je dirais plus que jamais. C'est pas... l'expatriation, c'est quelque chose dont personne ne parlait autrefois. Ouais. On est la première association, 85 ans, vous l'avez mentionné, qui a une expertise de l'expatriation absolument considérable, avec 160 représentations à travers le monde, dont le but est d'aider les Français expatriés. Ces Français expatriés avaient des problèmes déjà avant la guerre, puis après la guerre, etc. Et la France s'intéresse à ces expatriés depuis pas 85 ans. Il n'y a que l'UFE qui s'est intéressé aux expatriés à cette époque. C'est le rôle de l'État ou des associations de s'intéresser? Non, c'est le rôle d'une association qui n'avait d'ailleurs aucune ambition politique. C'est d'aider tous les Français qui s'expatrient, ceux qui résident à l'étranger, à mieux vivre leur expatriation. Donc on a
avec 160 représentations dans le monde, pratiquement un dans tous les réseau pays de la planète, hein, de gens et une expertise considérable et qui aide à l'heure actuelle beaucoup les jeunes qui débarquent dans un pays. Nous avons des chefs d'entreprise dans notre association qui peuvent leur donner un coup de main, etc. Voilà. Donc, si on entend parfois un discours dans la vie politique française. On serait contraint au départ, si on veut être entrepreneur, parce que la France ne serait pas un terrain d'aventure suffisant. Oui, ben, c'est exact. Lorsque nous avons décidé de développer notre réseau à travers le monde, il est clair que la France ne nous offrait pas les opportunités. Il y a déjà 50 ans, que le vaste monde qui s'ouvrait pouvait nous offrir. C'est un blocage culturel, alors, plus que politique. Écoutez, oui, et puis aujourd'hui, malheureusement, on a le sentiment que la France se rétrécit un peu. Notre économie ne va pas bien, c'est pas simplement un slogan. Les marges des entreprises sont les plus mauvaises qu'elles n'ont jamais été, etc. Quand vous n'avez plus de marge dans les entreprises, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas faire de recherche, etc. Et donc, effectivement, il y a ce sentiment d'aller ailleurs et d'essayer, pour ceux qui ont du talent, de réussir. Alors, vous offrez un nouveau service à ces Français vivant à l'étranger. Un Français à l'étranger qui habite à 5 ou 10 000 km de Paris reste en contact avec, bien sûr, et a des intérêts encore avec la France. Et c'est de plus en plus difficile, à distance, de gérer leurs problématiques familiales, personnelles, patrimoniales, etc. Et donc, nous avons créé un service, France Expert, doté de 55 experts, notaires, avocats, etc., et qui apporte dans des conditions tout à fait intéressantes les services pour un divorce, un investissement, une cession d'immeuble, etc. Pour tout ce qui touche à la vie personnelle, familiale, et qui n'est pas pris en compte ni par les entreprises, ni bien sûr par les pouvoirs publics qui ne peuvent pas tout faire. Naturellement. Donc ce réseau France Expert a une utilité qui se démontre de plus en plus de jour en jour. Jean-Pierre Candegris est à vos côtés. Je voudrais rajouter un mot quand même. Ah ben faites-le, mais j'allais vous donner la parole un peu plus tard. Mais si vous voulez le faire, le sénateur Candegris nous avons créé, attendra un instant pour s'exprimer. Fort de notre expérience, nous avons créé un nouveau site, une nouvelle plateforme d'information qui est lavoixdefrance.fr. La Voix de France étant l'organe d'information de l'UFE depuis, comme vous l'avez dit, 87 ans. Merci pour cette précision. Alors, Jean-Pierre Candegris, donc, comment se porte cette caisse des Français de l'étranger, cette Sécu? Elle n'est pas déficitaire, elle? Alors, il faut peut-être d'abord rappeler ce qu'est la Caisse des Français de l'étranger, de façon courte, bien entendu. Dans les années 70, le patronat a demandé aux autorités en place, c'était M. Giscard d'Estaing et M. Chirac, qui étaient aux rênes de la France à l'époque, que la sécurité sociale, qui n'avait d'application qu'en France métropolitaine et en Outre-mer, puisse s'exporter. C'était vraiment quelque chose de... Ça paraît... pourquoi pas, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est ce qui a été fait par une loi du 31 décembre 1977. Et j'ai vécu toute cette expérience qui a abouti en 1984 à la création de la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, qui couvre maintenant plus de 200 000 de nos compatriotes dans le monde, plus de 100 000 adhérents, puisque chaque adhérent a un ayant droit, un conjoint, un enfant, etc. Donc, il y a plus de 200 000 Français qui sont couverts dans le monde. Et la particularité, je vous l'ai dit tout de suite, c'est que cette caisse de sécurité sociale qui est autonome et qui doit gérer ses propres finances n'est pas en déficit depuis la création. Elle arrive à maintenir son équilibre et elle est en augmentation en nombre d'adhérents, moins que nous avons eu, et c'est ce que vient de dire tout à l'heure le président Pélisson, la crise est là et donc il y a moins de progression qu'avant, mais nous sommes en positif. Alors, il y a maintenant des députés qui représentent ces Français vivant à l'étranger. Vous êtes, vous, sénateur. C'est bien comme ça que les parlementaires soient aussi à l'écoute de cette population, puissent les représenter dans le débat politique français?
Ah bah, écoutez, ça complète, puisque en métropole, il y a à cette élection. Il y a des députés et des sénateurs. Pourquoi à l'étranger n'y en aurait-il pas? Bien sûr. Moi, j'ai considéré, mais j'étais très mal vu à l'époque, 12 sénateurs, qui faisaient, je crois, leur travail, ça pouvait peut-être suffire, mais il a bien fallu, et puis la décision a été prise. Donc la France a donné un signe et de cet on a attachement, donné de ce lien. Ce qui fait que quand les textes sont examinés, ils le sont aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il y a une navette en ce qui concerne ces derniers et qui permet de mieux les étudier. Voilà pour ce regard. On sait donc que cette caisse se porte bien. Pour être le modèle peut être réimporté, puisque elle n'est pas en déficit. Et le président Pélisson vient de nous parler de ce nouveau service, lavoixdelafrance.fr, c'est bien cela. Et bien d'autres contributions, d'autres regards, d'autres échos dans la suite de ces 24 heures chrono. Suite de ces 24 heures chrono, Mondissimo, toujours en liaison avec TV5 Monde. Deux autres regards sur cette expatriation, cette réalité économique, ce dynamisme entrepreneurial dans le monde, avec Dominique Brunin, délégué général Chambre de commerce et d'industrie internationale. Merci d'être ici. Et Jimmy Benedis, Ernst & Young, vous allez nous parler de, alors je le dis en anglais, parce qu'on n'aime pas trop sur le plateau de TV5, la chaîne francophone, French Business Network. Vous allez nous parler de ça. Tout d'abord, Dominique Brunin, donc délégué général de la Chambre de commerce et d'industrie internationale. C'est un réseau, ces chambres de commerce, qui se portent plutôt bien. Il y a un discours parfois un peu inquiet ou misérabiliste. Là, bon, ça marche. Écoutez, nous sommes présents avec le réseau CCI en France et CCI française à l'étranger dans 81 pays. Le réseau, pour la partie à l'international, se porte effectivement remarquablement bien, puisque nous sommes passés entre 2007 et 2013 de 20 000 entreprises adhérentes à plus de 30 000. Nous avons dépassé le budget consolidé de 51 millions d'euros et nous avons créé entre 2009 et 2013 750 postes de domiciliation d'entreprises dans une cinquantaine de pays, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur peut arriver à Hong Kong, où nous avons 45 postes de travail à disposition des entreprises françaises, et commencer à travailler avec les services fournis par la Chambre, soit pour démarcher des clients, soit pour créer une implantation. Et ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, sur cette activité, par exemple, de plateau d'affaires et de services à l'implantation, nous avons un taux de remplissage qui tourne aux environs de 90%. Et donc, nous continuons. Et en cette nouvelle année 2014, nous allons probablement encore créer entre 150 et 200 postes de travail supplémentaires dans les pays où nous ne sommes pas encore suffisamment renforcés sur cette activité. Et donc, nous le constatons. Et oui, nous allons bien. Vous adressez à toutes les entreprises constituées qui ont déjà un savoir-faire industriel ou économique, ou je dirais l'entreprise qui veut tenter sa chance à l'international?
Nous nous adressons à toutes les entreprises et nous nous adressons à tous les entrepreneurs français. Vous avez, ça a été évoqué il y a quelques instants, dans un certain nombre de pays, un afflux assez considérable de jeunes qui viennent tenter l'aventure entrepreneuriale, qui arrivent avec un diplôme, avec un début d'expérience professionnelle et qui se disent tiens, je vais lancer mon entreprise et ça sera peut-être plus facile de le faire au Canada, en Belgique ou à Hong Kong que de le faire en France. Et donc là, nous avons organisé un certain nombre de prestations, de mentoring, par exemple, de mentorat, avec des entrepreneurs qualifiés auprès de ces jeunes entrepreneurs. Et puis nous adressons bien entendu à toutes les entreprises françaises qui sont dans une stratégie d'internationalisation. Et donc là, un directeur commercial peut envoyer un volontaire international en entreprise ou un directeur commercial lui-même pour travailler au développement de son réseau ou commencer à réaliser avec nos équipes dans l'ensemble des pays où nous sommes les formalités de création de son implantation, l'enregistrement d'une filiale. Est-ce qu'il y a des terres nouvelles pour ces aventures ? On pense généralement à la Chine. Est-ce que vous voyez des basculements, des transferts, ou je n'ose pas dire des modes, en tout cas des flux nouveaux ? Il faut de toutes les façons bien se garder des effets de mode. Oui, c'est quelque chose qui peut être extrêmement négatif et extrêmement dangereux, y compris pour les entreprises. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est soit des tendances de renforcement sur un certain nombre de destinations, mais on voit aussi apparaître de nouvelles destinations. Par exemple la Mongolie, où très clairement, nous avons une chambre qui est en train de se constituer. Nous ne sommes pas encore présents, nous avons une chambre qui est en train de se créer en Mongolie et on voit un intérêt grandissant pour la Mongolie. En Afrique subsaharienne, par exemple, on voit également se conforter, renaître d'une certaine façon l'intérêt pour un pays tel que le Ghana. Donc on est en train de labourer les sentiers et les terrains qui sont les terrains bien connus des entreprises et dans lesquels il faut effectivement se renforcer. Mais on voit aussi apparaître de nouvelles pousses, de nouveaux germes dans des pays, d'un territoire qui ne sont pas encore dans les territoires classiques des entreprises françaises. Jimmy Benedis, autre regard sur cette réalité. Donc France Business Network, je le disais, Ernst & Young, grande entreprise également. Qu'est-ce que vous nous dites de cette... on parlait à l'instant de ces terrains d'aventure, en quelque sorte économique. Vous envoyez vous dépêchez des gens, vous dépêchez des actifs. Quel est votre rôle, quelle est votre contribution à cette expatriation ? Eh bien, notre rôle au French Business Network chez EY, Ernst & Young, c'est de nous assurer que nous pouvons accompagner nos clients français à l'international en mettant à leur côté des collaborateurs de chez nous, des associés aux collaborateurs de chez nous, qui partent donc de nos bureaux ici en France pour aller s'installer, souvent durablement d'ailleurs. Pour accompagner, pour travailler avec les entreprises françaises à l'international et pour aller s'installer, je le disais, assez durablement, puisqu'on a un taux de retour qui est relativement faible, des gens qui choisissent ensuite de s'installer sur place et de rester dans les pays qui les ont accueillis. Et nous avons aujourd'hui quasiment 200 collaborateurs et associés qui ont fait le choix de s'installer à l'international dans toute une série de pays qui sont en réalité les pays dans lesquels les entreprises françaises choisissent. Qu'est-ce qu'ils font alors une fois sur place ? Ils travaillent, ils intègrent les bureaux EY locaux, donc ils travaillent avec nos équipes locales, mais ils sont dédiés aux entreprises françaises, c'est-à-dire que ce sont les interlocuteurs privilégiés des filiales, souvent des grands groupes français, qui sont installés à l'étranger. Donc ils font les métiers que nous pratiquons dans notre entreprise, qui sont les métiers d'audit, les métiers de conseil fiscal, les métiers de conseil en transactions, de conseil d'une manière générale. Et ils se retrouvent face à des expatriés français qui sont, eux, aux commandes des filiales des entreprises françaises localement. Donc ça crée un lien, non seulement ça crée un lien, mais ça permet de mobiliser encore mieux nos ressources au profit des clients qui nous font le plaisir de travailler avec nous à l'international. Pour peut-être les internautes qui nous suivent en ce moment, ils doivent se dire, tiens, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réseaux. Est-ce que tout ceci est coordonné ? Est-ce que tout ceci, finalement, ne disperse pas les forces ? Allez-y. Oui, c'est le petit monde, j'allais dire, petit entre guillemets, mais petit monde de l'expatriation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de réseaux, beaucoup de filières, beaucoup d'initiatives individuelles. Ça a été dit précédemment, une grande diversité de l'expatriation, mais que finalement, localement, tout le monde se retrouve. Ouais. Tout le monde se retrouve au sein des chambres de commerce, tout le monde se retrouve au sein des institutions qui regroupent les Français de l'étranger. Les Français, on le disait, quittent de plus en plus la France, mais aiment de plus en plus se retrouver entre eux pour parler de la France.
Vous êtes d'accord? Oui, la coordination, elle commence et elle s'est renforcée il y a quelques mois maintenant, quelques années, elle s'est renforcée en France déjà. Et les acteurs du commerce extérieur, on en parlera avec Bruno Durieux tout à l'heure peut-être, les acteurs du commerce extérieur, public, parapublic, privé, ont aujourd'hui maintenant l'habitude de dialoguer, d'échanger, de coordonner, plus qu'on ne le faisait dans le passé, nos différentes stratégies. Et puis à l'étranger, c'est la même chose. Le ministre des Affaires étrangères a demandé aux ambassadeurs de créer les conseils économiques autour d'eux. Ces conseils économiques rassemblent des entrepreneurs, rassemblent les représentants des entrepreneurs français à l'étranger. Les associations de Français, là aussi, sont très actives. Et donc, on a ce mécanisme de renforcement de cette concertation et de cette coordination, ce qui est une bonne chose, parce que c'est en étant plus coordonnés, en travaillant mieux ensemble, qu'on peut être aussi beaucoup plus efficace, pour ne pas dire beaucoup plus efficient, en termes de présence et de développement. Merci pour ce regard sur votre rôle, votre contribution. On poursuit avec d'autres acteurs de cette expatriation dans un instant. Autre plateau, autre rencontre, toujours sur le plateau de Mondissimo, 24 heures chrono de l'économie, en liaison, en partenariat avec TV5 Monde. Autre acteur important de cette expatriation, Bruno Durieux. Vous êtes président des conseillers du commerce extérieur. Vous avez été en charge de ce commerce extérieur d'ailleurs. Ça va mieux, mais c'est pas terrible. Hein. Déficit cette année de 60 milliards d'euros. Oui. Contre 67 l'année d'avant. C'est moins le déficit qui compte que l'analyse des parts de marché et de la compétitivité de nos entreprises. Alors le constat qu'on peut faire, surtout vu les conseillers du commerce extérieur, parce que nous voyons les exportateurs et les entreprises françaises qui opèrent à l'international, il y a une différence qui est très importante. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. Je soutiens même qu'elles gagnent des parts de marché. J'aimerais d'ailleurs que nos services administratifs fassent des chiffrages. Mais j'en ai la conviction en les rencontrant sur le terrain. Mais, pardon de préciser ma question, mais certains pays, on pense à l'Allemagne, ont un excédent commercial. Oui, parce que les Allemands ont une base pour opérer meilleure que les entreprises françaises avec leur propre base hexagonale. Ouais. Quand on parle d'exportation, on parle de vente de produits français depuis la France ou en Allemagne depuis l'Allemagne. Moi, je parle là de l'activité internationale des entreprises françaises. Les entreprises françaises ont un chiffre d'affaires international qui doit être 5 fois plus important que le chiffre d'affaires exporté depuis la France. Donc c'est très important pour comprendre que les entreprises françaises sont très compétitives à l'international. Je le rappelle parce qu'on a l'impression de temps en temps que ce sont les entreprises qui sont à l'origine du déficit commercial. Quand on parle de délocalisation. Elles ne délocalisent pas. Quand vous voulez vendre des locomotives aujourd'hui en Chine, si Alstom ne s'installe pas en Chine, eh bien ce sera Siemens qui le fera à sa place, ou Hitachi, ou Mitsubishi, ou d'autres concurrents. Donc c'est une obligation de se rapprocher des marchés, c'est une obligation de produire à partir. Cela dit, on démontre également que toute entreprise française implantée à l'international génère un chiffre d'affaires export depuis la France.
Donc jamais une installation à l'étranger ne supprime des emplois en France. En réalité, elle en soutient. Et supposer que Renault, par exemple, n'ait pas d'implantation internationale, Renault aurait disparu depuis 20 ans. On ne parlerait plus de Renault. Donc vous dites, ça marche plutôt bien, en dépit de... il y a un chiffre un peu clignotant, moins 60 milliards, qui fausse un petit peu la perception. Parce que les entreprises françaises qui exportent depuis la France ont du mal du fait des conditions générales en France, les coûts, le marché du travail, les marges sont faibles, l'investissement est en panne depuis un certain nombre d'années, c'est ce que disait très bien tout à l'heure Marc Toiti. Donc une entreprise qui opère à l'international depuis l'international n'a pas tous les poids, toutes les semelles de plomb qu'on lui colle en France lorsqu'elle veut exporter depuis la France. Alors, d'ailleurs, on voit bien que l'exportation n'est pas très dynamique. L'amélioration du commerce extérieur qu'on constate là, depuis quelque temps, c'est principalement le fait que les importations baissent, parce que la demande en France n'est pas très dynamique. C'est ça. Mais j'insiste sur ce point pour qu'on ne soit pas tous trop moroses et pessimistes. Les entreprises françaises à l'international sont compétitives. Le problème, c'est l'exportation et non pas leur capacité à gérer, à attaquer des marchés, à produire des technologies et à être dans la compétition vis-à-vis des Allemands ou des Japonais ou des Américains. Dominique Brunin, donc Chambre de commerce et d'industrie internationale, ça s'améliore également, cette part de marché des entreprises? Nous, on le voit surtout, ou on le voit en particulier sur l'augmentation des implantations d'entreprises françaises à l'étranger. Je vais vous donner deux exemples très différents. La Chambre de commerce française à Hong Kong est devenue, depuis maintenant près de 2 ans, la première chambre de commerce bilatérale ou la première chambre de commerce étrangère à Hong Kong. Si on a réussi, nos collègues de Hong Kong ont réussi ce fantastique pari, ce fantastique défi, c'est parce que les entreprises françaises se sont implantées massivement à Hong Kong, se sont renforcées aussi bien dans l'industrie que dans les services, que dans la distribution, par exemple, à Hong Kong, qui est pourtant, a priori, pas un territoire particulièrement historiquement accueillant pour les entreprises françaises, on l'imagine facilement. Autre exemple, c'est beaucoup plus proche de nous dans la Méditerranée avec le Maroc. Il y a quelques années, nous avions 450 filiales françaises au Maroc. Nous en avons aujourd'hui plus de 800. Donc en 5 ans, 7 ans à peu près, on est passé de 450 à plus de 800 filiales françaises. Tout simplement pourquoi ? Parce que plutôt que d'exporter, y compris sur un pays dont la proximité géographique, culturelle, telle que le Maroc est bien connue, l'implantation d'un entrepreneur au Maroc lui permet non seulement de travailler et d'irriguer son marché domestique marocain, mais à partir de là, d'établir, de se développer, notamment sur d'autres destinations telles que l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des zones justement en Afrique subsaharienne où ces entreprises françaises sont aujourd'hui directement concurrencées? On dit toujours par exemple qu'en Afrique, ce sont les Chinois qui ont pris la place des Français. On assiste à un véritable retour de balancier dans les flux et dans la présence française en Afrique. La présence française en Afrique, y compris en Afrique francophone, c'est petit à petit, nous sommes petit à petit désengagés. Et effectivement, les Libanais, les Chinois ont arraché beaucoup de grands marchés et au-delà des grands marchés, se sont positionnés de façon extrêmement forte, notamment sur la distribution et le commerce de proximité. Aujourd'hui, il y a un véritable retour en force des entreprises françaises sur les pays, à la fois d'Afrique francophone, mais aussi la volonté et le renforcement très fort sur les pays d'Afrique non francophones. Et on le voit bien, nous allons, dans quelques semaines, quelques mois, ouvrir une chambre de commerce française au Ghana, à l'initiative de la communauté d'affaires française et de l'ambassadeur de France à Accra, qui est l'illustration même aujourd'hui de la diplomatie économique française, où c'est l'ambassadeur de France qui, aux côtés du secteur privé français, demande à ce qu'on fasse plus et mieux pour accueillir et renforcer la présence économique. Bruno Durieux, c'est le boulot des seules entreprises où il faut que la France, les pouvoirs publics, que vous avez bien connus, aient un rôle également. Où en gros, on vous dit laissez-nous faire, c'est notre boulot. Ils ont un rôle, Dominique vient de le dire très très bien, ils ont un rôle, et d'ailleurs pas seulement dans les pays centralisés, à régime politique centralisé, mais même dans les pays à économie de marché libérale comme la nôtre,
Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur aujourd'hui doit s'impliquer à fond dans les affaires économiques. Non seulement... Il y a un débat franco-français. Est-ce que c'est la diplomatie ou est-ce que c'est le ministère de l'économie qui a ce rôle ? C'est les deux. En fait, c'est les deux. Le ministère de l'économie intervient pour les financements qui soutiennent l'exportation. Nicole Bricq, par exemple. Nicole Bricq et Pierre Moscovici. Bien sûr. Mais vous avez également le rôle très important sur le terrain joué par les ambassadeurs qui sont en fait souvent les chefs de l'équipe de France de l'export. Laurent Fabius a pris une très bonne initiative lorsqu'il a créé des conseils économiques auprès des ambassadeurs où on retrouve l'essentiel des sections des conseils de l'étranger, où on retrouve les responsables des chambres de commerce. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui non seulement des ambassadeurs qui s'intéressent à soutenir l'exportation, à soutenir le développement des entreprises françaises à l'international, mais des ambassadeurs qui sont connectés aux entreprises françaises implantées dans le pays où ils sont eux-mêmes en poste. Et ceci est très très important. Et moi, je m'en réjouis parce que j'ai fait la différence quand je compare à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Autrefois, il y avait des ambassadeurs qui refusaient de faire des dîners d'affaires et qui invitaient un petit concert local de guitare ou un quatuor. Aujourd'hui, ça ne pose même plus question. L'ambassadeur reçoit les milieux d'affaires français, étrangers, et il est totalement impliqué. Merci, messieurs. Merci, Président Durieux, d'avoir relativisé comme ça l'impression négative qu'on pourrait avoir de ce déficit. Vous nous dites que derrière, il y a un sacré boulot. C'est parti pour la suite de ces 24 heures chrono. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.